Le roman de Renard, 16e aventure. Comment Tibère prit les soudés de Renard et comme il en cuit de s'attaquer à un vieux chat. Échappé de la rencontre des veneurs et du frère Converse, Renard avait gagné de larges fossés qu'il connaissait et les avait mis entre la meute et lui. Mais il avait grand besoin de repos. Sa faim, plusieurs fois irritée, n'avait pas été satisfaite. Il se promettait de prendre une autre fois sa revanche du corbeau, de la mésange et surtout de Chanteclair, quand au détour d'un vieux chemin, il aperçoit Tibère le chat, se déduisant avec lui-même et sans compagnie. Heureux Tibère. Sa queue lui suffisait pour exercer son adresse et lui donner carrière. Il la guettait de l'œil, la poursuivait, la laissait aller et venir, la saisissait au moment où elle y pensait le moins, l'arrêtait entre ses pattes et la couvrait alors de caresses comme s'il eût craint de l'avoir un peu trop malmenée. Il venait de prendre la pose la plus abandonnée, tour à tour allongeant les griffes et les ramenant dans leurs fourreaux, fermant les yeux et les entr'ouvrant d'un air de béatitude, entonnant ce murmure particulier que notre langue ne sait nommer qu'en l'imitant assez mal, et qui semble montrer que le repos parfait du corps, de l'esprit et du cœur peut conduire à l'état le plus doux et le plus désirable. Tout à coup, le voilà tiré de son voluptueux recueillement par la visite la moins attendue. Renard est à quelques pas de lui. Tibère l'a reconnu à sa robe rousse, et se levant alors, autant pour se mettre en garde que par un juste sentiment de déférence. « Sire, dit-il, soyez le bienvenu. »« Moi » répond brusquement Renard, « je ne te salue pas. Je te conseille même de ne pas chercher à me rencontrer, car je ne te vois jamais sans désirer que ce soit pour la dernière fois. » Tibère ne jugea pas à propos d'essayer une justification. Il se contenta de répondre doucement. « Mon beau seigneur, je suis désolé d'être si mal en grâce auprès de vous. » Renard, cependant, n'était pas en état de chercher Noise, car il jeûnait depuis trop longtemps et il était harassé de fatigue. Quant à Tibère, il était gros et séjourné. Sous de longs grenons argentés et luisants reposaient des dents bien aiguisées. Ses ongles étaient grands, forts et effilés. D'ailleurs, Renard n'aimait pas les combats à force égale. L'air décidé de Tibère lui en fait changer de ton. « Écoute-moi, lui dit-il, je veux bien t'annoncer que j'ai entrepris contre mon compère Isengrin une guerre sérieuse et terrible. J'ai déjà retenu plusieurs vaillants soudoyés. Si tu voulais en augmenter le nombre, tu ne t'en trouverais pas mal, car je prétends lui donner assez de besogne avant d'accepter la moindre trêve. Bien maladroit celui qui ne trouvera pas avec nous l'occasion de gagner un riche butin. » Tibère fut charmé du tour que la conversation avait pris. « Sire, dit-il, vous pouvez compter sur moi. Je ne vous ferai pas défaut. J'ai de mon côté un compte à régler avec Isengrin et je ne désire rien tant que son dommage. » L'accord fut bientôt conclu, la foi jurée, et Tibère accepta les soudés de Renard pour une guerre dont il ignorait la cause et qui n'était pas déclarée. Les voilà faisant route chacun sur son cheval, car notre poète fait volontiers voyager ses héros comme nobles gens de guerre. En apparence, les meilleurs amis du monde, mais au fond disposés à céder de la trahison dès que l'occasion s'en présentera. Tout en chevauchant, Renard avise au beau milieu de l'ornière qui bordait le bois un fort collet tendu dans une souche de chêne entr'ouverte. Comme il prenait garde à tout, il l'esquiva. Mais l'espoir lui sourit de voir Tibère moins heureux. Il s'approche de son nouvel homme d'armes et lui jetant un ris. « Je voudrais bien, mon cher Tibère, lui dit-il, éprouver la force et l'agilité de votre cheval. Sans doute on peut le recevoir dans les montres, mais je voudrais en être sûr. Voyez-vous cette ligne étroite qui longe le bois? Élancez-vous, bride abattue droit devant vous. L'épreuve sera décisive. »« Volontiers, » répond Tibère, qui soudain prend son élan et galope. Mais arrivé devant le collet, il le reconnaît à temps, recule de 2 pas et passe rapidement à côté. Renard lui suivait des yeux. « Oh, Tibère, votre cheval bronche, il ne garde pas la voie. Arrêtez-vous et recommençons. » Tibère, qui ne doutait plus de la trahison, ne fait pas de difficulté. Il reprend du champ, pique des 2, arrive une seconde fois devant le collet et saute une seconde fois par-dessus avec la même légèreté. Renard comprend que sa malice est découverte, mais sans se déconcerter. « Vraiment, Tibère, j'avais trop bien jugé de votre cheval. Il vaut moins que je ne pensais. Il se cabre, il se détourne. Il ne sera pas reçu par le maréchal de Monnost, et vous n'en tirerez pas un grand prix. » Tibère s'excuse du mieux qu'il peut, mais pendant qu'il offre de faire un 3e essai, voilà 2 matins qui accourent à toutes jambes et donnent des voix en apercevant Renard. Celui-ci, dans son trouble, oublie le collet dont il se rapproche pour se perdre dans le bois.
Mais Tibère, moins effrayé, saisit l'occasion et, simulant une égale terreur, se jette sur Renard, qui, pour se retenir, avance le pied gauche justement sur le collet. La clé qui tendait le piège tombe, la large fente se referme, et c'est Messire Renard qui se retrouve pris. Voilà Tibère au comble de ses vœux, car il croit bien être sûr que son compagnon ne s'en tirera pas. « Demeurez, lui dit-il, demeurez, monseigneur Renard, ne vous inquiétez pas de moi, je saurai me réfugier en lieu sûr. Mais ne l'oubliez pas une autre fois. À trompeur, trompeur et demi. Ce n'est pas à Tibère que Renard doit se prendre. » Disant ces mots, il s'éloigne, car déjà les chiens étaient acharnés sur Renard. Averti par leurs abois, le vilain accourt qui avait disposé le collet. Il lève sa lourde hache, qu'on juge de l'épouvante de Renard. Jamais il n'avait vu la mort de si près. Par bonheur, la hache tombe à faux, rouvre le piège, et Renard, délivré par celui qui devait le tuer, prend le large, disparaît dans la forêt sans que les cris du vilain, le glapissement désespéré des chiens, soient capables de lui faire tourner la tête. Vainement est-il poursuivi. Il sait leur donner le change, et quand il fut délivré de ce danger extrême, il s'étend presque inanimé sur le revers d'un chemin perdu. Peu à peu, la douleur des blessures dont il était couvert lui fait reprendre ses esprits. Il s'étonne d'avoir pu si longtemps courir, et tout en léchant ses plaies, en étanchant le sang qui en sortait, il se rappelle avec épouvante et dépit la coignée du vilain, le mauvais tour et les railleries de Tibère.